chopping stuff up. My wife sees it. She sees a little bit of blood in there. She's like, I don't like that. We go get And I almost hate asking you this question. At any point, were you afraid of dying? the whole time. Yeah. Something at WrestleMania that we had What was talked it? about. I was going to do something with Gable Steveson. Wow. Yeah. And Imaginez les lumières de l'arène s'éteindre, le rugissement de la foule s'estomper et une voix qui a régné sur le ring pendant décennies annonçait que le spectacle est terminé. C'est l'onde de choc qui vient de tomber. Triple H annonce la fermeture de la WWE. Pendant 40 ans, Vince McMahon fut le cerveau tirant toutes les ficelles. Mais l'homme qui a pris le micro, Triple H, a toujours été celui qui a redéfini la guerre des coulisses. De la réinvention de lui-même à l'ère attitude jusqu'à son mariage au cœur de l'entreprise, il est passé de catcheur à maître des marionnettes, mais n'a jamais tout à fait cru qu'il était destiné à diriger toute la machine. Pourtant, sous sa direction, NXT est devenu plus qu'une marque de développement. Des bannières noires et or flottaient au-dessus de takeovers brûlants. La saga du underdog Sami Zayn, l'arrivée impitoyable de Kevin Owens, Sasha Banks et Bayley redéfinissant le catch féminin, Finn Balor et Asuka dominants, NXT est devenu le vrai spectacle, un écosystème d'arcs narratifs de personnages et de développement lent qui écoutait ses fans. Alors, comment le titan qui a bâti ce royaume peut-il maintenant déclarer que la WWE elle-même ferme ses portes? Est-ce une trahison, un pivot stratégique ou une déclaration sur l'avenir du catch? Dans cette vidéo, nous analysons l'annonce, explorons ce que cela signifie pour l'héritage de la WWE et plongeons dans les implications pour les talents, les fans et le monde du catch en général. Attachez votre ceinture, ce n'est pas juste un titre, c'est un changement sismique dans l'industrie et nous sommes là pour décortiquer chaque coup, chaque rythme et chaque angle en coulisses. Triple H n'était jamais destiné à diriger la machine. Pendant 4 décennies, la WWE a fonctionné comme un cirque sous le contrôle strict de Vince McMahon. Chaque storyline, chaque promo, chaque finish portait l'empreinte indubitable d'un maître marionnettiste. Vince était l'homme qui tirait toutes les ficelles, pliant le produit entier jusqu'à ce qu'il fasse écho à sa vision grandiose. Au milieu de cette hiérarchie, Triple H a émergé comme un catcheur qui a survécu à l'ère Attitude, s'est réinventé comme l'architecte du produit in-ring et a finalement épousé la famille à la tête du pouvoir. Pourtant, lorsqu'il a finalement raccroché ses collants et pris le casque, il est devenu quelque chose de bien plus dangereux qu'un main event. Il est devenu l'homme qui, pour les fans même qui lui faisaient confiance, est devenu un véritable booker. La confiance qui s'est bâtie autour de lui a commencé à NXT, la marque de développement qui, sous sa direction, s'est transformée en son propre royaume. Des bannières noires et or flottaient au-dessus d'arènes bondées, transformant les soirées takeover en rituels qui éclipsaient la grandiosité de Raw ou SmackDown. Les matchs mis en scène sous sa direction étaient souvent légendaires, surpassant la liste principale en qualité et en émotion. La saga de Sami Zayn, l'entrée impitoyable de Kevin Owens, Sasha Banks et Bayley redéfinissant le catch féminin à Brooklyn, Finn Balor menant une nouvelle ère, la domination incassable d'Asuka, le règne d'Adam Cole au centre de tout cela, chacune de ces histoires s'est déroulée sous l'orchestration minutieuse d'un booker qui comprenait le pouls de la foule. Sous Triple H, NXT a cessé d'être un simple tremplin. Il est devenu l'apogée. La vitrine qui a prouvé que le catch professionnel pouvait être à la fois acclamé par la critique et émotionnellement satisfaisant. Mais l'excellence de la qualité des matchs à elle seule ne suffisait pas. Triple H a construit un écosystème entier. Il a écouté les voix des fans, il a lu les signaux subtils de ce qui résonnait et de ce qui échouait. Lorsque la foule a rejeté la poche de Baron Corbin, il a recalibré. Lorsque l'étincelle de Becky Lynch a jali, il l'a amplifiée. La marque NXT est devenue un laboratoire où les arcs narratifs des personnages, les développements lents et l'engagement du public ont fusionné. Chaque takeover ressemblait à un pèlerinage. Les week-ends de WrestleMania n'étaient plus le domaine des seuls stades, mais des arènes de Brooklyn et de la Nouvelle-Orléans grouillant de 10 000 fans inconditionnels qui traitaient le catch comme une religion vivante et respirante. Pendant ce temps, les pay-per-views du roster principal semblaient parfois creux, un contraste frappant qui ne pouvait être ignoré. Puis vint 2022, une année qui vit les fissures de l'empire de Vince s'élargir jusqu'à se fracturer.
Les audiences ne s'étaient pas effondrées. Plutôt, le scandale tourbillonnait autour des échelons supérieurs de l'entreprise. L'article d'investigation du Wall Street Journal, le coup de force de Stephanie McMahon au conseil d'administration, tout a culminé dans un changement de pouvoir. La main de fer qui avait enchaîné la WWE pendant décennies a glissé et un nouveau dirigeant, Paul Le, ou Papa H comme il fut plus tard connu, est monté sur le trône, armé du hashtag #ThankYouLe. La twittosphère du catch a déclaré l'indépendance. La promesse était claire, Papa H porterait la philosophie noir et or au-delà de NXT, sur Raw et SmackDown, sauvant un empire qui avait longtemps langui sous la main tyrannique de Vince. Au début, la transition a eu l'effet d'une bouffée d'air frais. Des catcheurs longtemps écartés par Vince sont revenus sous des ovations, leur performance revigorée. Le duo charismatique des Carreras et des Cross a traversé des stroboscopes, enflammant l'arène. Dakota Kai a reçu la lumière qu'elle méritait. Le retour de Johnny Gargano a électrisé Internet, son authenticité brute résonnant auprès d'une génération de fans. À WrestleMania 39, la WWE surfait sur une vague. Plus de 160 000 fans ont rempli la Sophie Arena pendant 2 soirées, créant l'événement WWE le plus rentable de l'histoire. Pour la première fois depuis décennies, la croyance semblait tangible. Triple H n'était plus seulement un booker, il était l'homme qui pouvait remodeler l'avenir du catch. La révolution tant attendue par les fans semblait perdurer. La qualité du spectacle s'est stabilisée. Les matchs avaient des finishes qui semblaient mérités, les catcheurs qui avaient semblé remplaçables sous Vince retrouvaient un nouveau but. Pendant un bref instant, le public a cru que le changement était réel. Pourtant, comme l'histoire nous l'enseigne, les révolutions durent rarement éternellement et des fissures ont commencé à apparaître cachées sous des façades noires et or. Le premier signe avant-coureur s'est manifesté dans le rythme. Raw et SmackDown étaient bookés comme des takeovers prolongés. Des matchs de 25 minutes axés sur la technique mais épuisant l'énergie de la foule. Ce qui fonctionnait dans une salle NXT à guichet fermé de 10 000 fans hardcore ne se traduisait pas pour les millions de téléspectateurs occasionnels qui zappaient le lundi soir. L'imprévisibilité qui avait autrefois fait du catch le programme télévisé le plus excitant a été remplacée par la structure, la logique et, le plus dangereusement, la prévisibilité. Le règne de Gunther en tant que champion intercontinental en a été l'épitomée. Sur le papier, un champion monstre dominant qui élevait tous ceux qui l'affrontaient était un concept brillant. En pratique, c'est devenu systématique. Un challenger face était dominé pendant 15 minutes, tentait un comeback et perdait finalement. Répétez cela pendant 666 jours et la saga devient une boucle sans fin. Fin 2025, les schémas se sont transformés en habitudes. Jey Uso contre Gunther est apparu dans des variations infinies. Des matchs par équipe à plusieurs hommes étaient bricolés simplement pour donner du temps d'antenne à tout le monde. Les mêmes catcheurs, les mêmes confrontations, les mêmes résultats prévisibles. Les audiences ont baissé, les fans ne trouvant rien de nouveau à anticiper. La storyline de The Judgment Day a exposé la plus grande faille de Triple H. Au début, cela semblait un coup de maître. Rhea Ripley atteignant le statut de mégastar, Finn Balor ressuscité des morts, Dominic Mysterio devenant le heel le plus détesté de la compagnie. Pourtant, à SummerSlam 2023, l'angle était bloqué, réclamant une conclusion décisive qui n'est jamais arrivée. Damien Priest a rejoint, a tourné, a rejoint à nouveau. JD McDonough a été ajouté sans but clair. Ce qui avait commencé comme une télévision captivante est devenu un feuilleton dépourvu de sa propre mémoire narrative. Au moment où le dénouement est arrivé, le public était engourdi. C'est devenu le péché impardonnable de Triple H. Accumuler chaque moment significatif pour WrestleMania, tout en traitant les 11 mois restants comme une répétition. Le catch se nourrit de l'élan, de cliffhangers qui vous obligent à vous connecter la semaine suivante. Mais si rien n'a d'importance avant avril, pourquoi regarder en novembre? Le changement de ton a étouffé les fans. Le chaos de Vince était exaspérant, mais il était vivant. Le retour imprévisible de Stone Cold, la surprise du début d'un voltigeur, la folie d'un angle non scénarisé, ces moments maintenaient les audiences collées. L'ordre de Triple H a remplacé ce chaos par une routine oppressive. Les fans ne se sentaient plus insultés, ils se sentaient patients. La patience, cependant, est une monnaie limitée dans le catch. La réputation de Triple H à NXT s'est construite sur l'élévation des stars que le public choisissait pour lui.
Il s'est battu contre Vince pour protéger Sami Zayn, a donné à Kevin Owens une scène pour exploser et a permis aux Four Horsewomen de redéfinir le catch féminin. Pourtant, sur le roster principal, cet instinct s'est transformé en quelque chose de plus laid, un favoritisme qui ignorait ce que les fans réclamaient à grands cris. L'exemple le plus clair et le plus douloureux fut LA Knight. À l'été 2023, il était indéniable. Son chant « Yeah » résonnait dans les arènes, ses catchphrases étaient tendance sur les réseaux sociaux et ses produits dérivés se vendaient mieux que ceux de noms établis. La foule l'avait choisi organiquement, la chose la plus rare et la plus précieuse dans le catch. Tout ce que Triple H avait à faire était de frapper le fer tant qu'il était chaud. Au lieu de cela, il a hésité. Knight a reçu des miettes de mid-card alors que les fans en demandaient plus. Il a remporté le championnat des États-Unis, mais le moment s'était émoussé. Une ascension organique qui n'arrive qu'une fois par décennie a été gâchée parce que Knight ne faisait pas partie des projets fétiches de Papa H. Ce fut le péché ultime du catch, refuser la star que le public avait livrée sur un plateau d'argent. Les conséquences furent rapides. Le bruit courut que Knight était viré, bien que l'annonce officielle ne soit jamais venue. La rumeur a circulé, le public s'est senti trahi et la crédibilité de Triple H s'est encore érodée. Dans la grande tapisserie de l'histoire de la WWE, l'ascension et la chute d'un booker peuvent se mesurer non seulement aux titres qu'il décerne ou aux storylines qu'il crée, mais aussi à la résonance du battement de cœur de la foule. Le parcours de Triple H, d'un catcheur qui a survécu à une ère à un booker qui a remodelé une marque entière, fut fulgurant. Pourtant, les mêmes qualités qui lui ont permis de créer des moments inoubliables, son esprit analytique, sa volonté d'innover, son écoute attentive, sont devenus les mêmes traits qui, mal appliqués, ont conduit à un produit prévisible et fade. Au fil des mois, les fans ont commencé à remarquer de subtils changements. Les promos d'ouverture de Raw, autrefois énergiques, ont perdu leur étincelle. Les chants old school qui avaient défini le spectacle ont été remplacés par des catchphrases répétées. Les matchs des 4 grands, qui semblaient autrefois des feux d'artifice climatiques, n'étaient plus que des répétitions des mêmes schémas. Le calendrier créatif de la marque a commencé à ressembler à une machine bien réglée, mais une machine qui avait perdu son âme. On pourrait arguer que la chute de Triple H n'est pas une simple histoire d'échec, c'est un récit édifiant sur l'équilibre. Le même soin artisanal qui a fait de NXT une marque adorée ne pouvait pas être étendu sans adaptation. L'intensité brute de NXT ne pouvait pas survivre à la dilution nécessaire pour un public mondial. L'imprévisibilité qui a fait du catch un phénomène culturel ne pouvait pas être remplacée par un récit propre et calculé sans perdre la confiance des fans. Lorsque les fans entrent dans une arène et entendent une voix au micro qui leur est familière, qui leur parle de leur histoire commune, ils ressentent une connexion qui transcende le produit. Lorsque cette connexion est brisée, lorsque la vision créative ne reflète plus la voix collective, le spectacle perd son but. L'histoire de Triple H, par conséquent, n'est pas seulement un récit de booking, c'est un miroir reflétant la danse délicate entre contrôle et chaos, entre ordre et spontanéité, entre la vision d'un seul homme et l'aspiration collective d'un public mondial. Au final, la mesure de l'héritage d'un booker n'est pas seulement les championnats qu'il accorde, mais la façon dont le public réagit au rythme du spectacle. L'ascension fulgurante de Triple H a montré ce qui pouvait être réalisé lorsqu'un booker écoutait vraiment. Son déclin nous rappelle que la même écoute, lorsqu'elle est étouffée, peut effacer cette même brillance. Les leçons sont claires. La plus grande force du catch réside dans sa capacité à surprendre, à évoluer et à honorer les fans même qui donnent vie au spectacle. Que Papa H puisse se recalibrer, retrouver l'imprévisibilité et restaurer le pouls de la WWE reste une question pour l'avenir, mais le scénario de son mandat résonnera dans les annales de l'industrie pour les années à venir. Les retombées se sont propagées bien au-delà des vestiaires, jusqu'à chaque salon où se déroulait un match. Dans sa première grande rivalité, le Wyatt 6 a dévoré des mois de télévision sans apporter un seul dénouement significatif. Ils sont restés à l'écran, un tableau silencieux d'intimidation qui n'offrait que de la frustration. Cameron Grimes, produit de l'authenticité brute de NXT, a été ramené d'exil pour se voir attribuer un rôle vide qui ne s'est jamais concrétisé en profondeur narrative. Le résultat fut un licenciement silencieux.
Une décision qui ressemblait moins à un pivot narratif qu'à une simple suppression de potentiel. Ces mouvements ne sont pas nés de la demande du public, c'étaient des jouets entre les mains de Triple H, tordus et réorganisés jusqu'à ce que la forme corresponde à un schéma préécrit. Le schéma se répète avec des stars établies, dont la carrière était déjà empreinte d'héritage. Dolph Ziggler, un vétéran de 2 décennies dont le charisme aurait pu illuminer un stade, a été coupé en pleine résurgence. Mustafa Ali, dont le personnage avait enfin trouvé une voie, a été arraché en plein milieu de son arc narratif, laissant fans et critiques se demander ce qu'il aurait pu être. Même des vétérans confirmés comme Hit Row se sont retrouvés dans un scénario où Swerve Strickland était absent, une histoire brisée avant même de pouvoir respirer. Aucun de ces choix n'avait de sens commercial, aucun ne servait le moteur créatif. Il ne servait que l'idée que le conseil d'administration avait un œil sur le poste budgétaire et non sur le pouls des fans. Pour ceux qui ont eu la chance d'échapper à la coupe, le monde a offert du temps, de la patience et une main tendue. Pour les autres, peu importe combien de milliers de personnes criaient leur nom, ils ont été mis de côté, minimisés ou renvoyés. La pandémie avait déjà contraint Raw à une forme plus épurée et plus autonome, et Drew McIntyre, la colonne vertébrale de la marque pendant la pandémie, détenait plusieurs championnats. Pourtant, il n'a jamais reçu le coup de pouce soutenu qui aurait pu le transformer en une figure majeure. L'accent est resté sur les visages familiers des anciens de NXT, quelle que soit la réaction de la foule. Lorsque les fans l'ont remarqué, ils se sont sentis trahis, non pas par une seule storyline, mais par un système entier qui semblait récompenser la sélectivité plutôt que la connexion. La fusion corporative avec l'UFC, sous l'égide d'Endeavor, a donné naissance au groupe TKO, un conglomérat qui a transformé la WWE d'une entreprise familiale en un poste budgétaire dans un portefeuille de plusieurs milliards de dollars. Les sponsors, les actionnaires et les rapports trimestriels sont devenus les voix les plus fortes, dictant les décisions créatives avec un poids qui éclipsait tout champ de fans. Des licenciements massifs sont survenus sans avertissement et des storylines entières ont été déchirées lorsque des catcheurs ont été coupés en plein milieu d'un angle. Les artistes chéris de Triple H, en qui ils croyaient, ont disparu des mois plus tard alors que les comptables de TKO les effaçaient du roster. L'exemple le plus douloureux est celui de R-Truth, un vétéran dont la carrière n'a jamais manqué de susciter une pop. Il a été renvoyé en 2025 sans cérémonie, et la seule étincelle qui a allumé une réponse fut l'indignation des fans qui a forcé sa réembauche. Mais le mal était déjà fait. Pendant ce temps, la vague des célébrités a déferlé. Le nombre d'abonnés de Logan Paul sur YouTube l'a catapulté dans la course au championnat. Un exemple de la façon dont le marketing corporatif l'a emporté sur le mérite in-ring. Le branding Cinnamon Toast Crunch a détourné des matchs sérieux, transformant un combat en une publicité pour céréales. Des invités célèbres sont apparus dans les émissions, éclipsant des catcheurs affamés qui méritaient la lumière des projecteurs. Pour le public, l'interférence corporative était invisible. Elle était cachée derrière le visage de Triple H, le visionnaire créatif, de sorte que chaque compromis lui incombait. La manifestation la plus visible de celle-là était la nostalgie. Lorsque la créativité stagnait, les audiences chutaient, le manuel ne voulait pas changer. Des légendes étaient dépoussiérées, des thèmes joués, la foule applaudissait et le problème semblait réglé, pour ne revenir qu'avec un écho creux. Le retour de The Rock en 2024 a illustré parfaitement le défaut. Il a pris d'assaut SmackDown, a démoli verbalement Cody Rhodes, a asséné un People's Elbow et a disparu de nouveau à Hollywood. John Cena a annoncé sa tournée d'adieu, a prononcé des discours émouvants sur son héritage, a livré des matchs sporadiques et a disparu entre les apparitions. Brock Lesnar a été de nouveau mis en avant. Chacun de ces moments a généré des pops instantanés et a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais la semaine suivante, c'était la gueule de bois, car rien n'avait changé. Aucune nouvelle star n'a été élevée, le récit était une boucle recyclée. L'appel à la nostalgie le plus dommageable est survenu à WrestleMania 39, où Cody Rhodes était effacé, un fils prodige prêt à terminer son histoire. La foule le suppliait. La WWE avait besoin d'un nouveau visage, et le moment l'exigeait. Au lieu de cela, Triple H a booké Roman Reigns pour qu'il conserve son titre, affirmant que l'histoire n'était pas prête. Au moment où Cody a finalement gagné à WrestleMania 40, la magie s'était dissipée.
La victoire était un triomphe technique, mais elle était dépourvue de l'anticipation électrique qui l'avait autrefois définie. Il apparaît que l'ère fut une tapisserie tissée de quelques fils d'or, mais gâchée par un grand nombre de décisions trompeuses. L'absence d'une nouvelle mégastar est la critique la plus accablante. Alors que le ring produisait encore des moments comme les victoires au championnat de Gunther et son entrée dynamique, il n'a pas réussi à donner à un seul catcheur la plateforme pour devenir le visage de la compagnie. L'absence d'une nouvelle superstar, comme une version moderne de Stone Cold ou de The Undertaker, signifiait que la lignée de la WWE restait coincée dans sa propre chambre d'écho. Les fans, qui se voyaient autrefois comme la sève du produit, ont trouvé le battement de cœur du produit ralenti et prévisible. La question est maintenant de savoir si Papa H peut se recalibrer, redécouvrir l'imprévisibilité et restaurer le pool de la WWE. C'est une question qui hante l'esprit de tous les fans qui ont assisté au déclin. Le scénario de son mandat résonnera dans les annales de l'industrie pour les années à venir, mais seulement si le récit peut être corrigé. Si l'annonce de fermeture prenait la forme d'une déclaration que la WWE est en train de fermer, le message ferait écho au même thème: contrôle corporatif sur la créativité, dépendance à la nostalgie, absence de développement authentique des histoires et incapacité à honorer les fans qui donnent vie au spectacle. L'acte final ne serait pas un final dramatique, mais une disparition silencieuse, un poste budgétaire fermé, un héritage enterré sous une enveloppe corporative. L'ère Triple H, examinée de près, révèle un équilibre complexe entre vision et exécution. D'une part, la capacité à produire un spectacle instantané, le People's Elbow de The Rock, les discours de Cena, les débuts de Logan Paul, a démontré que l'entreprise pouvait encore générer du buzz. D'autre part, la dépendance systémique aux storylines sélectives, au marketing de célébrités et à la nostalgie plutôt qu'à l'innovation a créé un récit fragile. Le passage de l'entreprise à un simple poste budgétaire, la fusion TKO et les licenciements qui ont suivi montrent comment les motivations de profit peuvent éclipser le but créatif original d'une organisation construite sur la narration. Le licenciement sans cérémonie de vétérans de longue date indique une perte de respect pour les personnes qui ont donné espoir aux fans. Rétrospectivement, l'ère Triple H est un bilan mitigé. Elle peut être considérée comme une grandeur pour ceux qui ont apprécié les moments très médiatisés et le booking stratégique des talents établis. Mais pour la base de fans plus large, l'ère ressemble à un tour de passe-passe. Le manque de réelles surprises, l'évolution ralentie des personnages et les superpositions corporatives qui ont supplanté le mérite in-ring ont laissé beaucoup de personnes avec un sentiment de déception. La plus grande force du catch réside dans sa capacité à surprendre, à évoluer et à honorer les fans même qui donnent vie au spectacle. Que Papa H puisse se recalibrer, retrouver l'imprévisibilité et restaurer le pouls de la WWE reste une question pour l'avenir. Pourtant, le scénario de son mandat résonnera dans les annales de l'industrie pour les années à venir.